Info, la suite de Soir Info Week-end avec Sarah Salman. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Laurent Ozon est toujours présent sur le plateau, essayiste et directeur de Stra... C'est très difficile à dire. Hein. Strargum, c'est le but. Strargum, qu'est-ce que c'est? Stratégie argumentaire. Vous ne pouvez pas faire plus simple? Non, c'était bien comme ça, justement. Strargum. David Lacomblette, président de la Villa Numéris et chroniqueur à l'opinion, merci de poursuivre les débats avec nous. Et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir William. Vous avez l'habitude de faire 3 points. Ce soir, vous n'en ferez que 2. D'accord. Et il dit toujours, j'ai 3 possibilités, j'ai 3 points, 3 éléments à donner. Et en fait, il en fait 5. Donc maintenant, je le réduis. On va faire un William Tay un peu soldé. Voilà, okay, à moins 30%. On est à 8 jours de la campagne présidentielle, on a énormément de choses à dire. Aujourd'hui, il y avait le premier meeting du président candidat. Imaginez, premier meeting à 8 jours du premier tour de la présidentielle. Et du côté de la Macronie, ça tangue un peu. Je ne sais pas si vous avez lu cet article du Point hier sur le site Le Point. Une campagne par-dessus la jambe, avec des déclarations. Alors c'est certains macronistes, des éléments de la Macronie qui parlent sous couvert d'anonymat. Et voilà ce qu'ils disent, par exemple. Mais quel amateur lui a calé son unique grand meeting d'avant premier tour le 2 avril, en pleine période d'égalité de temps de parole entre les candidats. Un autre macroniste réagit. Une campagne par-dessus la jambe conçue sur un coin de table, comme le regrette un fidèle. Et puis la dernière déclaration est un peu longue, mais tout aussi importante. Sa lettre aux Français, il n'y avait rien dedans. Ces vidéos, c'est Narcisse saison 1, épisode 1, son débat Potemkin avec des Français à Poissy, c'était terrible. Bon, ambiance. Racontez-moi ce qu'il se passe, William Tay, du côté des marcheurs. On marche sur une jambe en ce moment ? La difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il est quasiment sûr d'être réélu. Et quand vous voulez faire une campagne... Vous êtes sûr de ça, vous ? Je pense qu'il est quasiment sûr. Il a 95% de chances d'être réélu. Voilà. Faites attention avec les projections. Comme on va parler des sondages de Marine Le Pen, je vais expliquer. Ça me rappelle Hillary Clinton, ça. Ouais, 95%, mais non, mais vous dites 95%. 95% aujourd'hui. Et donc, du coup, la difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est que si par cas, il aborde les thèmes de campagne, donc notamment son bilan, voire son absence de projet, en fait, du coup, les candidats peuvent le critiquer. Ça relancerait la campagne, ce qui peut conduire notamment aux candidats de gauche, aux candidats de droite ou aux candidats d'extrême gauche, d'extrême droite, en fait, de pouvoir, en fait, l'attaquer sur son bilan et de provoquer un véritable débat. Parce qu'en fait, la difficulté qu'a Emmanuel Macron, c'est que son bilan est jugé négativement par 65% des Français et que son projet n'est pas en concordance avec le temps actuel, dans la mesure où en fait, il fait un projet qui est plutôt centriste et qui prend des éléments un peu à gauche, un peu à droite, mais sans absence réelle de vision. Et quand vous avez un problème dessus, et bah, du coup, vous voulez éviter tout le débat. Et c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. William Tay, ça n'a rien à voir, évidemment. Comparaison n'est pas raison, mais ça me rappelle un souvenir que j'ai eu il y a 1 mois et demi sur ce plateau avec un spécialiste de l'Ukraine, et c'était à la période où on ne savait pas ce qui allait se passer et qu'il y avait des points de tension entre l'Ukraine et la Russie. Et j'ai demandé à ce spécialiste, je lui ai dit très concrètement pour que les téléspectateurs comprennent, sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est l'invasion de la Russie en Ukraine. On en est à combien aujourd'hui? Il me dit 0,5. Je lui dis, c'est votre crédibilité qui est en jeu. Il me dit oui, 0,5. Le lendemain, la Russie envahissait l'Ukraine. Donc vous me dites 95%, c'est votre crédibilité en jeu qui est en jeu, William Tay. 95%, non, mais c'est très intéressant. Et c'est comme votre collègue ne veut pas dire 100%. Vous avez bien fait de venir, je crois. Ça veut dire qu'en fait, il a de grandes chances de gagner parce qu'on va expliquer la question des scénarios. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sûr d'être élu non plus. Allez, on avance un tout petit peu. On va regarder parce que ce que je disais, c'est qu'il y avait un meeting à la U Arena avec un peu plus de 30 000 personnes aujourd'hui pour suivre le premier meeting du président candidat. Les explications de Samis Faxi qui va nous décrire un peu ce qu'il s'est dit dans ce discours. Et ensuite, on va parler de McKinsey parce que c'est le nom dont on ne doit pas, absolument pas, on ne peut pas prononcer le nom dans les meetings. McKinsey, on peut le dire que sur les plateaux. Samis Faxi. C'était notre projet, c'est désormais notre bilan. C'est avec ces mots que le candidat Emmanuel Macron s'est adressé à ses militants dans la très grande enceinte de la Défense Arena. Une salle presque entièrement remplie, avec au premier rang 3 anciens premiers ministres, Manuel Valls, Jean-Pierre Raffarin
Édouard Philippe. L'actuel locataire de Matignon, Jean Castex, était également présent à ce meeting, qui sera donc l'unique meeting de campagne d'Emmanuel Macron. Le président candidat qui a rappelé les grandes lignes de son projet, recrutement de 8500 magistrats supplémentaires, 50 000 infirmiers et aides-soignants, 200 nouvelles brigades de gendarmerie seront également créées, mais surtout l'allongement de départ à la retraite, de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, une réforme qui ravit Éric Woerth, ancien cadre DLR qui a rejoint Emmanuel Macron et qui était présent au meeting. Éric Woerth qui nous a adressé ces mots en arrivant: « J'aurais aimé que Nicolas Sarkozy soit là aujourd'hui, son silence est très bruyant. » Laurent Ozon, il y a une polémique qui est en train de prendre de l'ampleur et qui n'est pas très appréciée du côté de la Macronie. McKinsey. Est-ce qu'aujourd'hui, cette affaire McKinsey, cette relation qu'il y a, l'emploi des cabinets de conseil, on a eu avec autant d'importance, et notamment ce rapport sénatorial qui, le 16 mars dernier, a mis en exergue l'étroite collaboration du gouvernement avec les cabinets de conseil, et cette polémique autour de McKinsey, est-ce que c'est un faux sujet ou est-ce que ça peut devenir, pour le président de la République, un tournant dans sa campagne? Ça dépendra évidemment de la façon dont les médias en général traiteront le sujet. S'ils consacrent la moitié du temps qu'ils ont consacré au costume de François Fillon à cette affaire, je pense que Emmanuel Macron va le payer très cher. Pourquoi ? Pas parce qu'il a fait appel à des cabinets de conseil, mais parce qu'ils ont fait appel à ce cabinet de conseil, c'est-à-dire un cabinet de conseil qui est domicilié dans le Delaware, c'est-à-dire un paradis fiscal, alors que pour les appels, je vous rappelle que quand on fait un appel d'offres et quand on souscrit à un marché public, l'administration est censée vérifier que l'entreprise qu'elle va choisir est bien domiciliée fiscalement et paye bien ses impôts en France. Premier point. Deuxièmement, parce que c'est McKinsey, c'est quand même... Alors c'est de l'optimisation fiscale et pas de l'évasion fiscale. Oui, bien sûr, de l'évasion, bien sûr, de l'optimisation, mais quand on ne paye pas du tout d'impôts et qu'on est domicilié au Delaware, c'est de l'évasion caractérisée. Et le deuxième point, c'est que c'est McKinsey. McKinsey, c'est aussi l'affaire pour du pharma, c'est-à-dire les centaines de milliers de morts aux États-Unis de ce laboratoire qui a accentué, qui a favorisé la diffusion de produits qui ont causé des problèmes de toxicomanie massifs aux États-Unis, et beaucoup d'autres scandales. Si vous faites une petite recherche sur Google, McKinsey scandale ou McKinsey amende, vous allez tomber sur des centaines de millions d'euros qui ont été payés par cette firme dans le monde entier pour des scandales absolument épouvantables. Et donc, c'est parce qu'aussi, c'est McKinsey. Vous trouvez beaucoup de choses sur Internet. Oui, mais ce sont des éléments factuels que vous pouvez trouver. Oui, mais voilà. On ne trouve pas que des bêtises non plus sur Internet. Et le dernier point, c'est que, enfin, c'est pas le dernier, il y en a beaucoup d'autres, mais le dernier point qui est vraiment gênant avec cette affaire pour Emmanuel Macron, c'est que ça n'est pas simplement un prestataire de service. Ce sont des gens qui sont dans son entourage dès le départ. C'est-à-dire qui sont dans son entourage au moment du début de sa campagne en 2017, qui sont pendant tout son quinquennat derrière, dessous, à côté et au-dessus de lui, et qui vont non seulement être consultés, mais qui vont multiplier leurs bénéfices et multiplier leurs missions pendant cette période-là. Fabien Roussel qui parle de l'affaire McKinsey, c'était aujourd'hui en meeting, on l'écoute. Passer des contrats avec des cabinets de conseil comme McKinsey, tout en sachant qu'ils ne payent pas d'impôts, oui, c'est pas bien, mais c'est légal et on ne peut pas faire autrement. Eh bien, nous disons-nous que la République française, ce n'est pas ça. La République française, c'est celle qui garantit l'égalité devant l'impôt. C'est la justice. Et la justice, pour nous, c'est la justice sociale, c'est la justice fiscale. C'est ça la France des jours heureux pour laquelle nous sommes engagés, tous ensemble. William Tay, il vise juste lorsque Emmanuel Macron dit c'est un faux sujet, l'affaire McKinsey. Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il y a un scandale qui émerge, il dira toujours que c'est un faux sujet. Lorsqu'il y a eu l'affaire Benalla, il disait qu'ils viennent me chercher, et puis au final, quand des personnes sont venues le chercher, il s'est finalement réfugié. Quand il y a eu les Gilets jaunes qui sont venus le chercher, à chaque fois, il disait toujours que c'était un faux sujet. Oui, mais l'affaire McKinsey, en fait, révèle plusieurs soucis. Premier point, c'est qu'en fait, sur la stratégie d'État, vous faites appel à un prestataire
étrangers, donc en l'occurrence McKinsey, d'autres cabinets de conseil qui vont conseiller la stratégie française sur la question des politiques publiques. Donc ça pose une question d'indépendance et de souveraineté. Deuxième point, ça a été rappelé, c'est la question de la fiscalité. Du coup, vous donnez des marchés publics français, donc payés par le contribuable français, à des personnes qui ne payent pas d'impôts en France. C'est le deuxième souci. Le troisième point qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est révélateur du syndrome d'Emmanuel Macron? C'est qu'à la fois, quand vous faites appel à des prestataires extérieurs pour gérer votre stratégie, se pose la question de sa capacité à gérer un État. Quand vous avez 5,6 millions de fonctionnaires, pourquoi est-ce qu'on fait appel à des cabinets extérieurs? Vous avez déjà des ressources internes. Moi, je pense qu'il aurait été logique parfaitement de baisser le nombre de fonctionnaires et de faire suppléer cette baisse de nombre de fonctionnaires par un cabinet de conseil. Mais pourquoi est-ce que dans le même temps, parce qu'il aime bien le en même temps, augmenter le nombre de fonctionnaires et en même temps dépenser plus pour la capacité stratégique? Donc, qu'est-ce que foutent les fonctionnaires qui ont été embauchés ces derniers temps? Et pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent pas sur la question de la stratégie d'État? Après, quatrième point, ça a été révélé par vous et j'arrêterai dessus, c'est l'entourage d'Emmanuel Macron. Donc se pose la question implicitement si c'est un retour de faveur par rapport à des personnes qui ont travaillé pro bono pour sa campagne de 2017. Ce sont des sommes qui sont importantes en plus, et je parle de tous les cabinets de conseil. Au moins 893 millions d'euros ont été facturés par des cabinets de conseil à des ministères en 2021. Sur 4 ans, entre 2018 et 2021, cette somme a atteint 2,430 milliards d'euros. Ces dépenses qui ont doublé en 2018 entre 2018 et 2021. Alors, 2018, c'est 657 millions. Par rapport aux pays voisins, l'Allemagne, c'est 3 milliards d'euros. Le Royaume-Uni, c'est 2,6 milliards. Mais on n'a pas la même fiscalité, on n'a pas les mêmes prestations sociales au Royaume-Uni, en Allemagne qu'en France. Vous n'avez pas le même nombre de fonctionnaires. Et vous n'avez pas le même nombre de fonctionnaires, évidemment. Vous avez des États, mais vous avez aussi des entreprises qui font appel à des sociétés. Et pourtant, elles ont beaucoup de salariés et d'employés. Parce que la réalité, ce n'est pas pour suppléer vos propres fonctionnaires que vous faites appel à eux, mais bien pour les éclairer. Parce que ces sociétés sont présentes partout dans le monde et sont capables d'apporter immédiatement un point de vue sur qu'ils ont expérimenté ailleurs. Et c'est tout l'intérêt. Là où vos hauts fonctionnaires, aussi bons soient-ils, ne sont que dans une vision franco-française en l'occurrence. Et donc on a besoin de ce regard extérieur. Ce n'est pas pour le plaisir que ces États, l'Allemagne a dépensé 3 fois plus par exemple. Oui, mais là ils ont géré le Covid, ils l'ont géré de façon catastrophique. Donc je comprends que les Français se disent que c'est inadmissible quand on voit la gestion chaotique et catastrophique qui a eu lieu. C'est-à-dire à quoi ont-ils servi quand on voit ça? Si au moins ça avait été bien géré. Mais là, ça a été absolument très très mal géré. On avance un tout petit peu, si vous me permettez. On continue de parler de... Allez, Laurent Ozon, allez-y. Oui, non, sur un petit point aussi en complément. Effectivement, McKinsey intervient dans tous les pays, comme vous l'avez bien remarqué. Et donc, vous en sous-entendez qu'ils sont susceptibles de sortir notre administration de son provincialisme, en quelque sorte, national. C'est pas inintéressant comme point de vue, mais je tiens à vous rappeler qu'ils ont tellement bien travaillé à l'international qu'ils travaillaient aussi pour Pfizer. C'était ça, voilà. Effectivement, ils n'ont pas, pour la France, en tous les cas, ils étaient. Les missions de McKinsey, je vous les donne. La gestion de la bascule informatique dans le cadre de la réforme des APL, baisse des allocations de 5 euros, facture 3 88 euros. Gestion de la crise sanitaire, notamment dans la logistique et la réception, le stockage, l'acheminement des masques et des vaccins contre le Covid. Travail facturé un peu plus de 12 millions d'euros. Préparation de la réforme des retraites, une réforme qui sera avortée. 950 000 euros. Préparation d'un colloque sur le métier d'enseignant. Le colloque n'aura jamais lieu. Préparation de 2 études demandées par le ministère de l'Éducation. Celui-ci n'a pas été capable de dire si ça avait été utile. Le travail a été facturé 496 000 euros. Il y a un autre élément, c'est que la commission d'enquête du Sénat a dit que sur certains rapports, donc certains livrables rendus par les cabinets de conseil sans mentionner le nom, il y avait une absence totale de rigueur à la fois sur le fond et sur la forme, et que les livrables avaient été quasiment contre-productifs, voire avaient un apport quasiment nul. Donc en fait se pose vraiment la question du coût-bénéfice de ces missions. Et il y a certaines missions qui sont jugées par la commission d'enquête du Sénat comme en fait ce sont des cadeaux où ils ont rendu des livrables entre guillemets de merde. C'est de l'argent à la poubelle, quoi. C'est à peu près ce que disent les gens. Hein. Oui, mais... livrables de très mauvaise qualité. Voilà, attention aux mots qu'on emploie sur le plateau. On avance un tout petit peu, si vous me le permettez, et on va parler de la gauche. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous avez entendu Patrick Menucci, qui est le porte-parole de la campagne d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, aujourd'hui, elle est à 2% des intentions de vote dans notre dernière balise OpinionWay pour CNews. Elle est au coude à coude avec Jean Lassalle. Elle est juste devant Philippe Poutou et derrière Nicolas Dupont-Aignan. Voilà où on est pour l'instant. C'est factuel. Anne Hidalgo à 8 jours du premier tour de la présidentielle. Vous allez entendre Patrick Menucci. C'est très intéressant parce que lui, il y croit. Il y croit.
C'est une possibilité. De toute façon, nous sommes dans une campagne. On ne va pas vous dire le contraire. Donc, ce matin, vous dites, vous, le porte-parole, oui, c'est possible, peut encore gagner entre elle et Bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Ah, oui. Parce qu'il y a 30% de sondés qui ont changé dans le mois dernier de candidats. Il y a 47% des Français qui n'ont pas encore pris leur décision, et vous le savez. Il y a 10% des gens qui décident dans l'isoloir. Donc nous sommes dans le money time, dans le moment décisif pour parler comme l'Académie française. Et je pense que c'est ce moment-là où les efforts doivent être faits. C'est d'ailleurs pour ça que demain, nous avons un grand meeting au Cercle avec Bernard Cazeneuve, avec Bernard Cazeneuve prendra la parole. Etc. Donc vous croisez les doigts. Écoutez, on travaille surtout. Oui. Laurent Ozon, mission impossible pour Anne Hidalgo. Comment vous expliquez cette déclaration? C'est-à-dire que est-ce que c'est la déconnexion d'une partie de ces équipes qui refusent de voir la défaite écoutez, moi je passe mon tour parce que je tire pas sur les ambulances. Et là, on en a un point où objectivement, je trouve que c'est tellement. Est-ce qu'il a dit ça le 1er avril? Non, c'était ce matin. Voilà. Bon. Alors c'est plus inquiétant. Il avait un petit temps de retard. David Lacomblède. L'espoir fait vivre. Tout le monde on est dans la marge d'erreur. On ne sait pas si on va être plus proche de 0 ou de 4, qui sait. William Tay. Moi, ce qu'on m'a expliqué dans les instances socialistes, c'est qu'Anne Hidalgo, en tout cas avant la crise en Ukraine, pensait vraiment qu'elle allait y arriver au second tour. Et que les sondages étaient trafiqués, etc. Donc sans rire. Et puis son mari, Jean-Marc Germain, qui est polytechnicien, faisait des cours mathématiques pour expliquer que l'abstention irait vers le vote Parti socialiste. La Minute Info. C'est vraiment une conviction. Hein. Non, mais ce qui est intéressant également dans la déclaration de Patrick Mennucci, c'est sur les indécis. Et là, il y a 3 à 4 électeurs sur 10 en France qui, pour l'instant, ne savent pas pour qui ils vont aller voter. On va voir le sujet dans un instant, la Minute Info, et on en parle juste après. L'Ukraine affirme que la Russie a accepté oralement ses principales propositions. Selon le négociateur ukrainien, Moscou convient qu'un référendum sur la neutralité de l'Ukraine est la seule façon de sortir de cette situation. Le Kremlin insiste, l'Ukraine doit également renoncer à entrer dans l'OTAN. Kiev attend désormais une confirmation écrite. Le pape envisage de se rendre en Ukraine. Une visite à Kiev à l'invitation de Volodymyr Zelensky est sur la table. Le pape François a notamment été invité le mois dernier par le président ukrainien à jouer le rôle de médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou. Et puis le groupe hôtelier français Accor reste ouvert en Russie. Il continue d'opérer dans le pays parce qu'il y rend des services extrêmement précieux, voire indispensables, et n'y paie pas d'impôts. C'est ce qu'a défendu aujourd'hui son PDG, Sébastien Bazin. Voilà pour la Minute Info. Patrick Mennucci qui mise sur les indécis dans cette dernière ligne droite. Certains n'ont pas encore fait leur choix. 3 à 4 électeurs sur 10 seraient évidemment dans le flou. Adrien Spiteri a rencontré quelques-uns d'entre eux. Et puis ensuite, on en débat autour du plateau. Depuis le début, j'ai fait mon choix. Faire son choix à une semaine du premier tour de la présidentielle. Une évidence pour certains, un véritable casse-tête pour de nombreux Français toujours indécis. C'est difficile, alors peut-être que je voterai au premier tour et pas au deuxième. Voilà, ou un bulletin blanc. J'irai voter. Je vais aller voter, mais bon, c'est vrai que je vais un peu à la dernière minute regarder les programmes, voilà, y aller un peu à l'intuition, j'ai envie de dire. Au total, il serait près de 32% à ne toujours pas savoir pour qui ils vont voter. Des électeurs qui pourraient bouleverser les intentions de vote provisoire. Ce qui est assez frappant dans cette élection, c'est que depuis le début de la campagne, on assiste à une forme d'indécision de l'électorat. C'est-à-dire que rarement il y a eu, sous la Ve République, des variations entre les candidats et surtout un indice, si vous voulez, de conviction des électeurs qui n'est pas très fort. Et donc, à tout moment, ils peuvent se retourner. Les indécis avaient déjà joué un rôle majeur lors des élections présidentielles de 2002, où Jean-Marie Le Pen s'était qualifié au second tour, à la surprise générale. Sarah Salman, comment on peut expliquer cette indécision aussi importante à 8 jours du premier tour? Ils ne se retrouvent plus dans les candidats. Moi, ce que je pense, c'est contrairement à ce qu'on a pu entendre, les gens votent avant tout pour un candidat plutôt que pour un programme. Je pense que les gens ne s'assoient pas en regardant tous les programmes, en se disant on va faire un tableau Excel, elle propose ça, lui il propose ça. Ils votent aussi pour un capital sympathie, c'est bête à dire, mais c'est vrai. Et là, ils ne se retrouvent pas. Monsieur Macron, il a quand même ce côté très prétentieux. Il ne se retrouve pas aussi. Pourquoi? Quand on voit le débat Pécresse-Zemmour, mais c'est à pleurer. On se dit, c'est pas la cour de récréation. Eh bien si, c'est une cour de récré. Donc moi, je pense que les indécis seront aussi les abstentionnistes, parce que le vote est un... Pardon, c'est pas une obligation.
Et donc, c'est pas comme en Belgique où ils vont, où c'est une obligation. William Tay. Il y a eu 2 crises qui ont bouleversé les certitudes des Français, c'est-à-dire la crise sanitaire et la crise ukrainienne, qui a bouleversé non seulement la certitude du rapport des Français par rapport à l'État et par rapport à la citoyenneté, c'est la crise du Covid qui a changé toutes nos habitudes, on le voit dans le sondage Fracture française de l'Ipsos qui sort en septembre à chaque fois de chaque année, on a vu que les Français ont été bouleversés dans leur rapport par rapport à la démocratie et à l'État, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que l'incertitude sur la crise ukrainienne ne permet pas de se projeter à long terme dans la mesure où il y a une menace qui est réelle ou qui est ressentie sur une peur certaine par une grande partie de la population. Après, la difficulté, c'est que comme ces deux événements ont saturé l'espace médiatique et saturé l'espace politique, les candidats n'ont pas pu confronter leurs idées. Donc habituellement, en fait, les candidats opèrent un choix entre plusieurs offres politiques et s'incarnent dans un choix. Mais comme vous n'avez pas eu de débat entre les différents grands protagonistes, et notamment commencer par le premier d'entre eux, Emmanuel Macron, avec les autres, les gens n'ont pas pu confronter leur vision d'Emmanuel Macron par rapport à un autre. Évidemment, les gens ne regardent pas exactement tout le programme, mais ils votent pour une incarnation et un personnage. Et après, moi, je pense qu'il y a un dernier élément, c'est qu'en fait, la multitude des offres politiques, comme en 2002, conduit à une abstention. C'est-à-dire que les abstentions que nous avons eues la plus forte, c'était en 2002, quand il y avait un nombre très élevé de candidats. Et aujourd'hui, comme nous avons un nombre très élevé de candidats, ça ne permet pas de rendre l'offre politique lisible et claire. C'est un choix par défaut aussi. En 2007, il y avait une team Ségolène Royal, une team Nicolas Sarkozy. Les gens étaient presque fans. Là, c'est un choix par défaut. Quel est le candidat le moins pire? Donc forcément, ça n'invite pas à aller voter. Laurent Ouzan. Oui, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterais que le temps de la campagne, en général, c'est un temps, et ça va tout à fait dans le sens que vous pouvez dire l'un et l'autre, c'est un temps pendant lequel les gens se construisent en fait une représentation, la représentation d'un individu, d'un personnage, plus qu'effectivement d'un programme, etc. Et ce temps, c'est un temps de familiarisation, en quelque sorte, avec une personnalité, avec les traits d'une personne. On essaye on se dit, est-ce que je la vois, est-ce que je la vois pas là, est-ce qu'on peut se projeter là-dedans, etc. C'est très personnel, finalement, le choix du président de la République. C'est beaucoup moins politique qu'on le pense. Et je crois que cette campagne n'a pas permis justement aux gens, en tout cas pour un certain nombre de nouveaux candidats ou pour un certain nombre de personnes qui étaient dans cette campagne, de pouvoir se faire une idée claire sur la nature des personnes, en tout cas pas pour la plupart des candidats. Et le problème principal d'Emmanuel Macron, c'est précisément qu'il a constamment brouillé sa propre image aux yeux du public, à tout point de vue et à chaque étape de son quinquennat. Et aujourd'hui, une partie des gens qui ont voté pour lui se demandent finalement pour qui ils ont voté et est-ce qu'ils peuvent encore voter pour lui-même, parce que c'est vraiment aujourd'hui, c'est un kaléidoscope ce bonhomme. Et c'est à se demander si cette campagne présidentielle n'est pas la moins entraînante de ces 20 dernières années. En témoignent les résultats de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio publié hier. 80% des Français trouvent la campagne de mauvaise qualité. 61% des Français qui n'ont pas été aidés par la campagne pour faire leur choix. À quel point le casting pour cette présidentielle joue dans les résultats qu'on vient de voir, David Lacomblède? Alors je crois il est de bon ton à chaque campagne électorale de se plaindre du niveau de la campagne en se disant que c'était tellement mieux là aussi avant. Au-delà, ce qui est symptomatique de cette campagne, c'est qu'effectivement les candidats n'ont pas pu déployer leurs récits, leurs idées, leurs visions, mais la réalité c'est qu'ils ne l'ont peut-être pas suffisamment préparé. Toutes les campagnes électorales par le passé, il y avait des livres très en amont qui expliquaient la vision et sur lesquels les candidats ensuite pouvaient s'appuyer. Et les journalistes aussi allaient y puiser d'ailleurs. Là, rien du tout. Très peu de choses. Valérie Pécresse sort un livre, mais 15 jours avant le... Mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, plus d'un an qu'il a été publié. Exactement. Et ce qui lui permet d'avoir une assise et de déployer ce récit et finalement d'être parmi les candidats qui sont dans une dynamique. Qu'en pensent les Français? On les écoute au micro de CNews. Je trouve que ça part dans tous les sens. La droite, c'est dramatique. La gauche, c'est folklorique. Enfin bon. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'on aborde les vrais sujets, des vrais sujets de société, comme l'écologie, l'identité, tout ça. C'est des sujets dont on parle. Donc je pense qu'il y a une campagne. Ouais. Une campagne assez médiocre, je pense, de la part de la plupart des candidats. Sans trop connaître le programme de chacun. William Tay, puisqu'on s'attend à une abstention record, qu'importe celui ou celle qui va l'emporter, sera-t-il aux yeux des Français, dans sa généralité, légitime?
Il faut différencier la légitimité de la légalité. Celui qui sera élu sera président de la République d'un point de vue légal et du coup disposera d'une légitimité institutionnelle, ce qu'on appelle la légitimité de position. La difficulté qu'on a, et ça a été repris lorsque Gérard Larcher avait dit que si par cas Emmanuel Macron serait réélu, il n'aurait aucune légitimité. Ne se pose pas la question de légitimité institutionnelle. Il sera président de la République, Emmanuel Macron, s'il est élu, ou si par cas c'est une autre personne, même avec une abstention qui est très faible. La difficulté, c'est que plus vous avez une abstention qui est forte, plus en fait le corps électoral de celui qui est élu est plus petit, et donc du coup se posera la question de la légitimité en termes d'action. C'est est-ce que en fait la personne qui sera élue, Emmanuel Macron, voire Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, aura le capital politique suffisant pour entraîner une révolution et un changement de société. Si par cas Emmanuel Macron est élu avec 70% de participation, mais uniquement avec 25% du corps électoral. C'est-à-dire qu'il n'aura que 18 à 20% des Français derrière lui. Et il devra, avec ces 18-20% des Français, imposer des choix sur la question de notre politique étrangère, sur la question de la réforme des retraites à 65 ans et des changements de société qui sont véritablement importants. Et donc se posera inévitablement une grande partie des Français qui n'auront pas adhéré au projet d'Emmanuel Macron si c'est par cas c'était lui, et donc du coup qui iront manifester. C'est un peu dès que vous aurez les 5 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la manifestation historique contre la réforme des retraites. Il faut se souvenir, hein, tout était bloqué pendant plusieurs jours. La loi sécurité globale. Et normalement, en fait, l'élection présidentielle sert à créer un consentement entre un candidat et une population. Lorsque vous y avez ce qu'on appelle très classiquement l'état de grâce, lorsque Nicolas Sarkozy était élu en 2007 avec une abstention qui était très faible à l'époque, il avait le moyen, lors des 2 premières années, 2e année, 3e année de son quinquennat, pouvoir faire des actions qui étaient très fortes, comme le bouclier fiscal, etc. Et après, il y a la crise économique. Et François Hollande également, lorsqu'il est élu en 2012, il avait la légitimité politique en fait pour pouvoir faire des actions, notamment sur plusieurs sujets de société et plusieurs sujets économiques et sociaux. Plus votre capital politique est réduit, plus vous avez de chances d'avoir une opposition. Nous, on voit notamment qu'en fait, pour gouverner un pays comme la France, il faut que votre capacité politique soit supérieure d'environ 33%. C'est-à-dire qu'il vous faut 33% du pays pour imposer un changement de société. Si par cas, vous avez en dessous de 33%, vous avez des difficultés. Et Emmanuel Macron, en parallèle, lorsqu'il y avait la crise des Gilets jaunes, était aux alentours de 21 et 28%. Par contre, sur la crise du Covid, il était à 45%. Il va se repasser ce qui s'est passé ces 5 dernières années, à savoir gilets jaunes, tout est bloqué tous les samedis, etc. Parce qu'il ne peut pas avoir cette majorité-là, telle que c'est vu la configuration politique. Je pense qu'il est loin d'être élu. Donc pour moi, la question ne se pose pas encore. Je pense qu'il est très loin d'être élu. Les 95% ne sont pas là. Je me souviens de sondages qui étaient beaucoup plus favorables que ça, qu'ils ne le sont aujourd'hui, en faveur d'autres candidats dans d'autres pays ces dernières années. Et je vois aussi le climat qui entoure sa campagne. Je vois aussi les dynamiques de se mettre en place sur sa droite et sur sa gauche. Je vois le ras-le-bol, la violence de l'antipathie qu'il a suscité pendant son quinquennat. Et je me dis qu'il est loin d'être élu. La publicité, on parlera de l'extrême droite. Qu'est-ce que ça veut dire l'extrême droite aujourd'hui? Vous allez entendre Mathieu Bock-Côté, notre chroniqueur et journaliste sur CNews, dans son émission, qui a essayé de nous expliquer ce que représentait, tenter d'avoir une définition de l'extrême droite. Mais c'est très compliqué d'avoir une définition, et pourtant certains, pendant cette campagne, brandissent le slogan extrémiste, extrême droite vers d'autres candidats pour les décrédibiliser. On en parle dans un instant. Quasiment 23h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end avec William Tay, Sarah Salman, David Lacomblède et Laurent Ozon. On va parler quasiment étymologie, définition. Qu'est-ce que l'extrême droite? On emploie beaucoup dans cette campagne présidentielle pour pointer certains candidats. Et moi, j'ai toujours le même réflexe sur le plateau. Je demande à chaque fois quand j'entends extrême droite, mais qu'est-ce que c'est l'extrême droite? Et c'est très rare lorsque j'ai une définition précise, lorsque je comprends en fait qu'il y a bien un lien entre la personne qu'on appelle extrême droite et finalement ce que la personne voulait dire. Avant cela, la Minute Info. Nouvelle aide militaire américaine pour l'Ukraine, le Pentagone va fournir jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires avec notamment des systèmes de missiles guidés par laser et plusieurs types de drones. Au total, les États-Unis ont fourni plus d'1 milliard de dollars d'aide militaire pour l'Ukraine depuis le début du conflit. En Chine, Shanghai durcit son confinement. La quasi-totalité des 25 millions d'habitants ne peuvent pas sortir de chez eux. La plus grande ville du pays est devenue l'épicentre d'une nouvelle vague de contamination, alors que la Chine affronte sa pire flambée épidémique depuis 2 ans. Et en France, le nombre de malades du Covid-19 reste élevé, avec plus de 22 000 personnes hospitalisées, même si celui des patients en soins critiques est contenu, avec un peu plus de 1500 patients en réanimation. Aujourd'hui, plus de 132 000 personnes ont été contaminées.
Dans cette campagne, vous me direz si c'est vrai ou non, mais on a parfois l'impression que certains candidats, soit par manque de conviction, par manque d'idées, vont stigmatiser d'autres candidats en disant « Attention, mais il est d'extrême droite ». On va diaboliser la personne pour essayer de décrédibiliser son adversaire. Écoutez Mathieu Bock-Côté, c'est très intéressant ce qu'il va dire. C'était ce soir dans son émission Face à Bock-Côté sur la notion d'extrême droite. De quoi parle-t-on lorsqu'on dit extrême droite? C'est un concept qui revient toujours. Or, petite expérience, lisez les travaux qui lui sont consacrés, fréquentez les politiques qui la dénoncent, parlez aux journalistes qui enquêtent à son sujet. Il y a un point d'interrogation globalement présent, c'est une absence de définition rigoureuse. Extrême droite, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est globalement, c'est le concept qui sert à accueillir tous les proscrits, tous les parias, tous les infréquentables du système, ceux qui, à un moment donné, parce que c'est une catégorie flottante dont la signification ne cesse de changer, c'est une catégorie qui sert non pas à décrire, mais à décrier certains acteurs politiques en disant, vous voyez, ils sont d'extrême droite et de ce point de vue, ils sont infréquentables à jamais. C'est une forme de dénonciation rituelle. Et je dirais que tout régime politique repose sur une catégorie, je dirais, un repoussoir absolu. Il y a la figure de l'absolu négatif dans tout régime politique. Il y a la figure du diable, pourrait-on dire, si on voulait parler un langage un peu daté. Mais sinon, dans le langage médiatique, ce terme qui peine à être défini relève en fait d'une forme de démonologie vulgaire et ordinaire. C'est-à-dire, il y a un périmètre qui est tracé, à l'intérieur duquel les acteurs politiques responsables et respectables évoluent, et il y a un au-delà de ces périmètres, un cordon sanitaire où se trouve justement cette catégorie qui rassemble les pestiférés, les infréquentables et tous ceux qui mettraient en danger la République, pour le dire ainsi. Première réaction avec vous, Laurent. Oui, effectivement, l'extrême droite, c'est la stratification, enfin, factuellement, c'est la stratification de tous les vaincus de l'histoire. Donc, des royalistes, je dirais, je ne vais pas vous faire toutes les étapes, de 1945, de la guerre d'Algérie, etc., etc. Factuellement, sociologiquement, c'est ça. Ensuite, c'est effectivement une catégorie démonologique. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est fondamental, c'est une catégorie qui est super intéressante, effectivement, parce que fondamentalement, c'est un contenant plus qu'un contenu. Donc, s'intéresser au contenu d'un contenant, c'est toujours intéressant, mais fondamentalement, quand on parle d'extrême droite, on parle d'un contenant, c'est-à-dire d'une enveloppe dans laquelle, finalement, on peut choisir un peu de mettre ce qu'on veut, quand on le veut, et en fonction de l'utilité que l'on peut en avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, taxer certains candidats d'extrême droite, a un sens par rapport... Moi, j'avais l'impression que, justement, on normalise une notion qui était combattue les années précédentes. William Tay. Si on prend en termes de sciences politiques, l'extrême droite, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 30, qui permet en fait de combattre la République et prendre le pouvoir par la force, notamment par le biais d'un coup d'État. Donc moi, je ne sais pas quel candidat aujourd'hui appelle en fait à faire un coup d'État contre la République, et donc du coup, je ne sais pas s'il y a véritablement des candidats d'extrême droite. Ça, c'est le premier point, parce que ça, c'est la définition en termes de sciences politiques. Après, en termes politiques, et Mathieu Bock-Côté, Laurent Ozon l'a parfaitement qualifié, c'est qu'en fait, le terme d'extrême droite sert en fait à pouvoir disqualifier notamment un candidat lorsque vous êtes vous-même en difficulté, notamment sur un débat et sur certains sujets. Ça a été fait notamment sur la question migratoire pour disqualifier Jean-Marie Le Pen en disant qu'il était d'extrême droite, donc pour le coller à Adolf Hitler, et notamment pour recréer en fait un paradigme entre le bien et le mal, et ces nouvelles notions qui apparaissent dans les années 45. Quelques exemples. Pareil, faire un moratoire sur la question migratoire, c'est d'extrême droite ou non? Moi, je pense pas. C'est d'extrême droite ou non? Moi, je pense que des candidats d'extrême droite sont ceux qui n'ont pas véritablement la République chevillée au corps. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand ils finissent leur discours, ils disent « Vive la République » et surtout « Vive la France », alors qu'ils sont candidats à la présidence de la République. Française. Et c'est bien française. Et c'est bien la difficulté en l'espèce. Et effectivement, l'extrême droite se nourrit historiquement d'un anti-parlementarisme et d'une lutte contre la République dont on sent bien qu'il serait prêt à la mettre par-dessus bord. Moi, je trouve que l'extrême droite, c'est beaucoup dédiabolisé. Il y a 10 ans, les gens se cachaient pour mettre dans l'urne un bulletin extrême droite. Maintenant, je trouve qu'ils sont beaucoup plus décomplexés par rapport à ça. Je ne vais pas citer le nom des candidats, ça n'a aucun intérêt, mais maintenant, les gens revendiquent de voter pour eux. Alors qu'en 2002, on ne savait même pas comment il avait atteint ces scores, vu que personne affirmait avoir voté pour Jean-Marie Le Pen.
C'est intéressant, mais parce que est-ce qu'aujourd'hui, les candidats qui sont dans la course à la présidentielle peuvent être qualifiés d'extrême droite? Bon, c'était un petit pas de côté sur cette notion et ce décryptage de Mathieu Bock-Côté qui me paraissait intéressant. Je veux qu'on revienne sur le fond de la campagne, une campagne où certains thèmes ont été complètement balayés, oubliés, et notamment le thème de la santé. Ce qui est fascinant puisqu'on vient de passer 2 ans de crise sanitaire, on a parlé d'une guerre contre le Covid, on a vécu des confinements, le pass sanitaire, le pass vaccinal, on a des soignants qui ont crié à l'aide pendant des mois avec un hôpital qui est à bout de souffle, et ces dernières semaines, puisque une crise en chasse une autre, eh bien on ne parle plus de la santé. Voyez les précisions d'Elisa Lukowski et ensuite on en parle. Alors qu'on parle beaucoup du pouvoir d'achat ou encore de la sécurité, eh bien la santé est un enjeu clé de la prochaine présidentielle. 76% des Français se disent inquiets sur leur système de santé. Preuve de l'importance de ce thème, les propositions des candidats sur le système de santé français vont peser dans le choix des électeurs. Pour presque 2/3 d'entre eux, 64% exactement, eh bien ces propositions auront un impact direct sur leur vote. Que ce soit pour la qualité de soins qui est reconnue ou encore la place indéniable accordée aux patients, les Français sont très attachés à leur système de santé. Le modèle français recueille 72% d'opinions favorables, même si ce système fait moins rêver que le modèle allemand qui, aux yeux de 89% des sondés, apparaît comme le meilleur modèle parmi les grands pays d'Europe, devant le système britannique à 73%. Un modèle français également source d'attente et sujet d'inquiétude. 6 sondés sur 10 pensent que leur système de santé sera moins bon dans les années à venir. William Tay, 2 ans de guerre contre la Covid pour au final que la santé ne soit pas la grande cause nationale du prochain quinquennat. Comment vous le décryptez ? Je pense qu'il n'y a que 2 moyens pour sauver le système de santé. Soit vous continuez sur la logique actuelle, notamment sur la logique d'Emmanuel Macron avec le Ségur, donc d'injecter de l'argent public pour sauver un système qui est en situation de faillite, notamment sur le plan financier, sur le plan humain et sur le plan institutionnel. Soit vous proposez un changement complet de système en faisant des réformes qui sont profondes. Je prends 2 éléments, notamment quand vous prenez la comparaison des rémunérations en termes de dépenses publiques par habitant entre la France et l'Allemagne. On dépense à peu près le même nombre de dépenses publiques par habitant entre la France et l'Allemagne. Ils ont plus de lits, les médecins sont mieux rémunérés, les infirmières sont rémunérées. Donc du coup, se pose la question, où est-ce que part l'argent ? Et pour en fait se poser la question d'où est-ce que part l'argent, il faut mener des réformes qui sont profondes. Seulement en 2017, quelqu'un avait proposé une réforme profonde du système de santé. Et il avait attaqué tout de suite. Il avait commencé à dévisser dans les sondages. Il s'appelait François Fillon. Et donc du coup, comme tout le monde est d'accord avec Emmanuel Macron, il ne s'agit pas de faire un débat sur les propositions d'Emmanuel Macron parce que les autres thèmes sont portés par François Fillon qui est considéré comme perdant des voix au niveau électoral. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Laurent Ozon. Le problème de la santé, c'est toujours le même. C'est pas une question de moyens dans l'absolu, c'est une question d'affectation de moyens. Et on sait que le problème de la santé en France, c'est un problème d'organisation, c'est surtout un problème de technostructure, comme dans la quasi-totalité des institutions françaises. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel des moyens sont globalement captés par la technostructure, comme elles le sont à l'éducation nationale, comme elles le sont dans des tas d'autres structures. C'est-à-dire que les gens qui sont sur le terrain, qui soignent ou qui enseignent, etc., sont je dirais, la 5e roue du carrosse en matière de budget. Et c'est un peu ça le problème. C'est surtout ça. David Lacomblède et ensuite Sarah Salman, et on avancera. Je veux qu'on parle des détenus radicalisés dans un instant. On terminera avec ce thème-là. Sur la situation sanitaire, on a passé 2 ans dans... C'était 2 ans historiques, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vu de telles mesures pour gérer la crise sanitaire. On a vu un état de santé ou l'état du soin aujourd'hui à bout de souffle, des hôpitaux en grande difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la grande oubliée de la campagne présidentielle ? Et avec des Français qui ont joué le jeu de la vaccination, par exemple, qui explique d'ailleurs parfois qu'on ne soit pas dans une situation aujourd'hui d'extrême tension, puisque ça évite effectivement d'avoir des personnes qui partent directement en urgence ou en réanimation, par exemple. Et donc c'est un sujet qui est présent dans les discussions. De toute façon, on a tous des amis qui sont chez eux à l'isolement actuellement. Alors effectivement, c'est absent de la campagne, pour les raisons que vous précisiez, puisque c'est immédiatement... on parle de chair humaine, de vie et de mort, et que la réalité, on est à l'aube de très grands changements.
ça ne sert à rien d'augmenter considérablement les lits d'hôpitaux, puisque de toute façon, on y passera moins de temps dans les années qui viennent, parce que on va être meilleur sur la prévention, grâce au numérique en particulier, et qu'on saura détecter et donc empêcher des opérations. Alors c'est vrai que le système n'est pas bâti comme tel aujourd'hui, puisqu'on ne rembourse que quand vous faites guérir. On avance un tout petit peu, Sarah Salman, peut-être un mot là-dessus. J'ajouterais juste que sur les EHPAD, et je suis bien placée pour le savoir puisque je représente beaucoup de familles contre des EHPAD privés, rien n'est fait par les candidats pour l'instant. Enfin, la loi grand âge a été reportée, M. Macron n'en parle pas. On avance, je le disais, l'assassinat d'Yvan Colonna. Je veux vraiment qu'on revienne là-dessus. Nous renvoie à la question des détenus radicalisés. Elon Gabé, le bourreau d'Yvan Colonna, est un Français d'origine camerounaise, islamiste, passé par l'Afghanistan, condamné en 2015 à une peine de 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte terroriste. Il devait sortir en décembre 2023. Le profil d'Elon Gabé est particulier car l'aspect psychiatrique et la radicalisation, donc il y a vraiment un melting pot des deux. Mais des détenus radicalisés, combien on en a dans nos prisons? Comment sont-ils surveillés? Sandra Buisson nous explique tout et ensuite on en parle. Sur un peu plus de 70 000 détenus en France, 432 purgent actuellement une peine pour des faits de terrorisme islamiste. Après avoir passé plusieurs semaines en quartier d'évaluation de la radicalisation, ils sont répartis en fonction de leur risque de passage à l'acte violent et de prosélytisme. 70% d'entre eux qui ne présentent pas ces risques sont en détention classique. En plus du travail sur leur future réinsertion, pour lutter contre la récidive, ils sont pris en charge individuellement et suivis notamment par un binôme de soutien, c'est-à-dire par un psychologue et un éducateur spécialisés dans la lutte contre la radicalisation violente, mais aussi par un médiateur du fait religieux. 19% des détenus pour terrorisme islamiste sont eux placés en QPR, des quartiers de prévention de la radicalisation, où ils sont isolés du reste de la détention parce qu'ils sont prosélytes ou susceptibles de basculer dans la violence. Et là encore, pour éviter la réitération, ils sont suivis par des psychologues, des éducateurs, des médiateurs, des conseillers d'insertion et de probation formés à la problématique de la radicalisation. Enfin, les détenus au profil le plus lourd, avec un risque avéré de passage à l'acte violent ou les plus à risque de radicaliser d'autres détenus, sont placés à l'isolement. Ils représentent 11% du total des condamnés pour terrorisme islamiste et refusent pour beaucoup toute prise en charge ou toute discussion avec les conseillers. Ces 432 détenus pour terrorisme islamiste dont nous venons de parler, ainsi que les 568 détenus de droit commun radicalisés, sont sous la surveillance constante du renseignement pénitentiaire, monté en puissance depuis 2017. Sarah Salman, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Est-ce qu'il y aura un avant et un après assassinat d'Yvan Colonna en matière de surveillance des détenus radicalisés? Alors, il y avait déjà eu un avant et un après les attentats de 2015, puisque les quartiers d'évaluation de la radicalisation ont été instaurés en 2016 par Jean-Jacques Urvoas, qui était garde des Sceaux. Donc, il y avait déjà eu un avant-après. Là, le dossier dont il est question est très particulier, parce que c'est le coupable, finalement, qui devient victime. Je le rappelle, Yvan Colonna a été condamné par une cour d'assises pour avoir assassiné le préfet Erignac, même s'il a toujours nié, il faut le rappeler. Il était condamné à perpétuité, mais pas condamné à mort. Exactement. Oui, exactement. Donc ça interroge sur le rôle de la prison et voilà. Est-ce que les caméras peuvent remplacer les moyens humains? C'est une interrogation qu'on peut se poser, effectivement. Oui. Alors il y a la question à l'intérieur des prisons, mais l'autre élément essentiel, c'est à la sortie de ces détenus radicalisés. On a des détenus radicalisés en fin de peine qui sont très nombreux. À la fin de cette année, plus de 250 hommes et femmes, selon les informations du Point, vont sortir de prison. 250 hommes et femmes condamnés pour des crimes et délits liés au terrorisme islamiste ont donc été libérés, soit plus de 250 personnes. Je le disais, Sandra Buisson qui nous explique justement sur le suivi des sortants. Ceux qui sortent de prison depuis quelques années ne sont pas les profils les plus aguerris, ayant passé longtemps en zone irako-syrienne ou ayant projeté un attentat. Ce sont plutôt des individus qui voulaient aller sur zone ou qui sont restés pour une courte période ou encore qui étaient impliqués dans les filières d'acheminement de combattants
en Irak et en Syrie. Passer les portes de la prison, en plus de l'éventuel suivi socio-judiciaire, une cellule de suivi rattachée à la DGSI se réunit chaque mois pour passer au crible les sortants à venir, qu'ils soient condamnés pour terrorisme ou détenus de droit commun radicalisés. Leur degré de dangerosité est évalué au sein de ces réunions auxquelles participent notamment le parquet antiterroriste et le juge d'application des peines antiterroristes, ce qui permet de déterminer par quel service de renseignement les futurs sortants seront suivis, la DGSI gardant la main pour les profils les plus à risque. Des mesures administratives peuvent être imposées, notamment l'assignation à résidence, ce qu'on appelle une MICAS, avec obligation de pointer au commissariat ou à la gendarmerie régulièrement, interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes, une mesure qui peut durer 1 an. On continue d'en parler avec vous dans un instant, Sarah, mais avant cela, la Minute Info. L'Ukraine affirme que la Russie a accepté oralement ses principales propositions. Selon le négociateur ukrainien, Moscou convient qu'un référendum sur la neutralité de l'Ukraine est la seule façon de sortir de cette situation. Le Kremlin insiste, l'Ukraine doit également renoncer à entrer dans l'OTAN. Kiev attend désormais une confirmation écrite. Le pape envisage de se rendre en Ukraine. Une visite à Kiev à l'invitation de Volodymyr Zelensky est sur la table. Le pape François a notamment été invité le mois dernier par le président ukrainien à jouer le rôle de médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou. Et puis le groupe hôtelier français Accor reste ouvert en Russie. Il continue d'opérer dans le pays parce qu'il y rend des services extrêmement précieux, voire indispensables, et n'y paie pas d'impôts. C'est ce qu'a défendu aujourd'hui son PDG, Sébastien Bazin. Voilà pour la Minute Info. On parlait des détenus radicalisés. Quelle surveillance à l'intérieur des prisons, mais comment les surveiller au sortir de la détention? Il faut vraiment un suivi régulier. Mais ce qui est difficile, c'est d'évaluer la sincérité de ces détenus, parce qu'ils peuvent aussi faire illusion. Donc ce qu'il faut, à mon sens, c'est un suivi régulier avec des rendez-vous. Ils doivent, entre guillemets, pointer. Mais la difficulté, c'est quand vous avez purgé votre peine de prison, on ne peut pas non plus juridiquement vous infliger de devoir à vie rendre des comptes. Donc c'est quand même une mise en balance qui doit être faite entre les intérêts de la société et les intérêts de la personne. Et si vous voulez plus de précision sur ce sujet, je vous invite à lire cet article passionnant. C'était la semaine dernière dans Le Point, les prisonniers islamistes, péril intérieur, et qui revient sur le profil d'Elon Gabé, donc l'assassin d'Ivan Colonna, et sur la menace, ou en tous les cas sur le contexte actuel, et ces 250 condamnés pour islamistes qui risquent de sortir ou qui vont sortir cette année. Voilà pour Soir Info. C'était intense, plus de 3 heures d'émission avec 3 plateaux différents. Énormément de thèmes, sans me dire le nom du candidat. Vous savez pour qui vous allez voter, William T, la semaine prochaine? On est à J-7 dans 13 minutes. J'hésite encore. Vous êtes un hésitant, un indécis. Oui, j'hésite encore. Un indécis. Vous savez pour qui vous allez voter? Je crois que je le savais avant même qu'il ne se déclare, oui. Ah oui, avant même. Ça veut dire que vous avez lu peut-être son livre. Laurent Ouzon. Moi, je déménage trop souvent, je suis plus inscrit nulle part. Vous êtes plus inscrit, Sarah? C'est pas en direct, là? Si, c'est en direct. Allez, non, en réalité, je pensais voter pour Valérie Pécresse, mais... Ah! Eh bien, écoutez, je ne vous ai pas demandé le nom du candidat, je voulais savoir si vous étiez indécis ou non. Donnez pas le nom je le deviens, du coup. Eh bien, vous êtes quand même 2 indécis sur le plateau, c'est beaucoup. La suite avec Kinson pour l'édition de la nuit. Ça fait